C'est notre rendez-vous du week-end, une semaine dans le monde, l'actualité vue par nos éditorialistes. Alors nous accompagne ce soir Ziad Liman. Ziad, bonsoir. Bonsoir. Directeur du mensuel Afrique Magazine. Fabrice Rousselot est avec nous aussi sur ce plateau, journaliste spécialisé questions internationales. Vous avez été directeur de la rédaction de The Conversation. Et Libération, Alain de Chalvron, grand reporter. Bonsoir. Vous avez été en poste à Washington, à Pékin, partout sur le globe, notamment pour France 2. Vous avez beaucoup couvert le Moyen-Orient. Et puis Truand, qui était avec nous pour Cartooning for Peace. Je crois que vous avez énormément de dessins ce soir. C'était un petit peu... voilà, il y avait beaucoup de choses à organiser pour nos téléspectateurs. Alors, on en vient à ce qui nous intéresse ce soir. Le chef du Hamas a été tué. Cela signifierait-il la fin de la guerre pour Israël? Non, s'est empressé de réagir Benyamin Netanyahou. Yahya Sinwar était tenu pour responsable des attaques du 7 octobre. Alors, quelles conséquences pour le Hamas? C'est une bonne journée pour Israël, les États-Unis et le monde, a déclaré Joe Biden. De là à envisager un règlement politique, c'est ce que souhaite le président américain sortant. Mais ce n'est pas évident avec l'interlocuteur israélien. La tension est montée d'un cran cette semaine entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien n'a pas du tout apprécié que le président français tienne l'ONU pour responsable de la création d'Israël. Les Nations Unies qu'Israël défie verbalement et sur le terrain avec plusieurs attaques contre la force intérimaire au Liban. Des incidents injustifiés l'État hébreu pour l'instant. Mais qu'est-ce qui explique ce mépris du Premier ministre israélien pour l'ONU? C'est l'une des questions que nous nous poserons. Et puis ces développements au Moyen-Orient pèsent sur la campagne présidentielle aux États-Unis. Les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages. Et pour ne pas influencer le scrutin, eh bien Benyamin Netanyahou aurait promis à Joe Biden de ne pas s'en prendre au pétrole iranien. C'est en tous les cas ce qu'affirme le Washington Post. Cette campagne semble en tous les cas étouffée par cette crise moyen-orientale. Nous verrons avec nos invités ce qu'il en est réellement. Il était l'ennemi numéro 1 d'Israël, considéré comme l'architecte des attaques du 7 octobre. Yahya Sinwar a donc été tué dans la bande de Gaza. Les États-Unis y voient l'opportunité, je le disais, d'un règlement politique. La France aussi, notamment pour libérer les otages. Mais ce n'est pas la vision de Benyamin Netanyahou. La guerre n'est pas encore terminée, a déclaré le Premier ministre, tout en ajoutant « c'est le début de la fin ». Je vous propose d'écouter Benyamin Netanyahou s'exprimer. Son élimination marque un jalon important dans le déclin du pouvoir maléfique du Hamas. Je tiens à le répéter de la manière la plus claire. Le Hamas ne dirigera plus Gaza. C'est le début du jour d'après et l'occasion pour vous, les habitants de Gaza, de vous libérer enfin de sa tyrannie. À tous les terroristes du Hamas, je dis, vos chefs sont en fuite et ils seront éliminés. Je lance un appel à tous ceux qui détiennent nos otages. Quiconque déposera les armes et rendra nos otages aura la vie sauve. Aujourd'hui est marqué par la mort de Yahya Sinwar. Et ce jour est un tournant, en même temps qu'un succès militaire pour Israël. Je pense, en le disant, aux familles du 7 octobre. Cette occasion doit être saisie pour que tous les otages puissent être libérés et pour que la guerre soit enfin arrêtée. Alors demandons-nous peut-être pour commencer quel peut être l'impact de la mort de Sinwar, Fabrice peut-être. Ce qui est clair, c'est qu'à l'unisson, la communauté internationale semble voir ça comme une opportunité. Le discours il est assez simple. Il est même du côté de chez Emmanuel Macron, du côté de chez Joe Biden ou même du chancelier allemand. Il est de dire, voilà, il y a une opportunité. C'était le dernier leader connu, important, le cerveau, en tout cas présenté comme tel, des attaques horribles du 7 octobre. Donc maintenant, on peut passer peut-être à l'étape suivante, qui est de dire repartons sur la table des négociations. Ce qu'on voit là, dans le clip que vous avez montré, en fait, les deux discours sont intéressants parce qu'ils ne sont pas du tout sur la même ligne. Et Macron dit Emmanuel Macron dit repartons sur la table des négociations. Ce que dit Benjamin Netanyahou, c'est un peu différent. Il dit, voilà, c'est peut-être l'opportunité pour le Hamas de se rendre, d'une façon un peu claire, et qu'on passe à autre chose et de nous rendre des otages. Les réponses qu'on a jusqu'à présent du Hamas, même s'il va y avoir évidemment une réorganisation, même s'il va y avoir une réflexion sur qui va succéder à Sinwar, etc., ça n'a pas été de dire on arrête tout, ça a été de dire on continue, de la même façon que le Premier ministre israélien dit également, de toute façon, on va continuer la guerre. Donc on est quand même sur
des objectifs qui ne sont pas les mêmes, on est sur des agendas qui ne sont pas les mêmes, et avec quand même beaucoup de questions sur quel va être l'interlocuteur côté Hamas, quelles sont les personnes à qui on va parler, tant du côté politique au Qatar qu'à Gaza. On évoque potentiellement le remplacement de Yahya Sinwar par son frère, en tout cas sur le terrain. Il y a d'autres hypothèses pour la relève politique au Qatar. Mais pour l'instant, on a des interlocuteurs du terrain, que ce soit Hamas ou du côté Israël, qui ne sont pas sur l'agenda de la reprise des négociations. On reste sur les mêmes bases qui étaient celles avant la mort de Yahya Sinwar. Est-ce que du coup, Ziad, on peut dire qu'il y a une page qui se tourne ? Il y a forcément une page qui se tourne. C'est quand même le chef du Hamas. 30 ans de présence sur la scène. Oui, c'est une victoire militaire pour Israël. C'est un symbole. Donc, c'est un symbole des deux côtés. C'est un symbole pour les Israéliens, c'était l'homme à abattre. Et pour le Hamas et pour les sympathisants globalement du mouvement, c'était un chef de guerre qui se transforme en héros, ce qui n'est pas non plus évident à gérer pour la suite. Alors, l'impact, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe exactement. Je veux dire, ce qui est sûr, c'est que la centralité du Hamas est complètement décapitée, c'est-à-dire que ce soit sur le plan politique ou militaire, il n'y a plus un mouvement uni. Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle non plus, parce que ça veut dire qui gère les otages en ce moment, s'ils sont encore vivants. Où est-ce qu'ils sont ? Est-ce que c'est des groupes miliciens d'autodéfense qui s'organisent les uns avec les autres ? Je pense aussi qu'il n'est pas exclu que, malgré la précarité de sa situation, Sinwar n'ait pas mis en place quelque chose pour l'après, qui était un petit peu discuté. Donc tout ça, on n'en sait rien. Et puis la deuxième chose, c'est que on se dit qu'en ayant éliminé Sinwar, on fait un pas vers la paix. Or, le problème, c'est pas... Enfin, si, c'est Sinwar et d'autres de chaque côté, mais la paix, c'est les Palestiniens. Donc, qu'est-ce qui se passe à Gaza ? Quel est le règlement politique à Gaza ? Qu'est-ce qui se passe dans les territoires occupés ? Qu'est-ce qui se passe dans les camps palestiniens un petit peu partout au Moyen-Orient ? Comment on élimine Hamas à Gaza, mais on n'a pas éliminé le Hamas dans les camps palestiniens au Liban ou ailleurs. Donc, comment on va faire tout ça ? Quel est le mouvement politique qui va nous sortir de cette spirale de mort ? Et c'est clair que niveau israélien, niveau Benjamin Netanyahou, de son ministre de la Défense, on n'est pas dans cette discussion sur l'après, parce que c'est cette discussion sur l'après qu'on veut absolument éviter. Donc on est toujours là. Il y a des pressions aussi maintenant aux États-Unis, parce que pour quelque chose d'assez complexe sur le plan légal, les États-Unis commencent à avoir un problème avec la situation humanitaire à Gaza. Donc il y a eu une lettre officielle des Américains pour dire si vous ne rouvrez pas les passages au nord et au sud pour l'aide humanitaire, on risque d'avoir un problème légal à fournir des armes et à vous soutenir. Donc on sent que tous les problèmes qui étaient avant la mort de ce monsieur, c'est toujours les mêmes aujourd'hui, parce que politiquement, on n'a rien résolu. Oui, c'est ça, là, il n'y a pas d'interlocuteur. Alors, est-ce que c'est peut-être le moment pour le Fatah d'essayer de reprendre un petit peu de force, sachant qu'ils n'ont aucun contrôle dans la bande de Gaza, donc, oui, je pense que le Fatah n'est pas en force dans la bande de Gaza, donc je ne vois pas bien. Moi, je pense que, bon, évidemment, c'est un coup très dur, comme Nasrallah était un coup très dur pour le Hezbollah, mais ces mouvements de guérilla savent bien que les chefs ne mourront pas dans leur lit. Hein, donc, tout est préparé pour une suite, et je crois que le Hamas a encore des moyens de résister. Alors, évidemment, il serait souhaitable pour la population de Gaza. Je crois d'ailleurs qu'elle manifeste une certaine hostilité aujourd'hui au Hamas, pour la première fois. Mais pour la population du Hamas, de Gaza, il serait souhaitable qu'on sorte de cette logique de guerre. Mais le Hamas lui-même est préparé à ça, à mon avis, est préparé à ça. Alors, la balle est surtout dans le camp quand même israélien. Aujourd'hui, ils peuvent très bien dire, voilà, on a gagné, on a décapité le Hamas et puis aussi le Hezbollah. Maintenant, essayons de trouver une solution. La solution, c'est qu'il faut faire quelque chose pour les Palestiniens, qui sont 6 millions à peu près entre la Cisjordanie et Gaza, qui n'ont rien, qui sont occupés avec un système d'occupation violent, en particulier aussi en Cisjordanie, à cause des colons. Voilà, le degré de développement, si vous voulez, pour prendre juste des chiffres économiques. Le PIB par tête en Israël est de 48 000 $. En Cisjordanie et en Gaza, 2 800 $.
c'est-à-dire 6 ou 7% du produit national. On voit bien que ce n'est même pas une problématique pour Benyamin Netanyahou. Lui ne parle que de cet axe du mal. On retrouve d'ailleurs une rhétorique qu'on a connue en 2003 avec l'Irak et les États-Unis et Bush. Cet axe du mal, c'est toujours l'Iran qui l'incarne. C'est pas seulement... Alors, il décapite, enfin, il élimine en tous les cas la tête des mouvements de djihad islamique, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, mais c'est l'Iran qui reste... on désigne l'Iran, mais le problème, c'est le peuple palestinien quand même, plus que l'Iran, à mon avis. Donc, un jour ou l'autre, il faut trouver une solution pour ce peuple palestinien. Mais là où vous avez raison, c'est qu'en effet, on n'en a pas parlé. Il y a le deuxième front, qui est le front du Nord maintenant, qui a été ouvert et qui est bien là. On attend quand même une réponse d'Israël à l'attaque de l'Iran. Et donc, on n'a pas l'impression, du point de vue israélien, en tout cas, que ce qu'on en perçoit, qu'on soit dans une dynamique de paix. On est dans une dynamique où on a pris l'avantage. Et ça, c'est toujours, dans un conflit, c'est toujours un peu dangereux parce que les gens qui prennent l'avantage, ils ont généralement tendance à continuer à vouloir prendre l'avantage et à continuer les actions. Donc Netanyahou, il a été assez clair. Il dit que c'est peut-être le début de la fin ou du jour après Hamas, mais ce ne sera le cas que si le Hamas capitule. Pour l'instant, le Hamas n'est pas prêt à capituler. On n'y est pas du tout. Donc, encore une fois, les données sont les mêmes qu'avant la mort de Sinwar. Avec une population plus l'élément du front du Nord. Quand Israël va répondre à l'Iran, encore une fois, ça va déplacer le problème sur le Nord et ça ne va pas pour autant régler les problèmes à Gaza, loin de là. Truand, qu'est-ce qui a inspiré vos dessinateurs? Alors, on va continuer de parler de l'aspect diplomatique. C'est un sujet qui inspire beaucoup les dessinateurs depuis un an maintenant. Particulièrement depuis un an maintenant. Donc je vous ai amené 3 dessins qui vont chroniquer un peu ce début de la fin, ou cette fin du début, en tout cas cette nouvelle séquence. Un premier, alors qui pour le coup lui a été réalisé par la dessinatrice italienne Nardi, en couverture d'un livre qui s'appelle El Penultimo Respiro di Gaza, l'avant-dernier souffle de Gaza. Un dessin qui montre un peu que jusqu'à hier, la bataille de la com et la bataille dans l'opinion mondiale de manière relativement générale était plus ou moins perdue par Netanyahou. Est-ce que cette opération et la disparition de Sinwar va changer les choses? La question reste ouverte. Une autre question nous est posée par le deuxième dessin, qui nous vient de Cuba cette fois-ci, du dessinateur Ramsès. Une victoire, donc une disparition, une élimination de Yahya Sinwar qui pose autant de questions. C'est ce que vous rappeliez il y a un instant, hein, qu'elle en solutionne. Poursuite de la guerre, les solutions politiques aux problèmes, il n'y en a pas une, en tout cas pas une depuis hier, la gestion des otages, etc. etc. Et un troisième dessin qui lui montre une chose qui est certaine, un dessin qui nous vient d'Algérie, avec Dilemme. La seule chose certaine, c'est que ce n'est pas un poste qui va être facile à pourvoir et facile à garder. On voit d'ici les prétendants au prochain, à la succession de Sinwar. Et le chef recruteur qui demande qui veut prendre sa place. Et la bombe suivante arrive. Et donc, la question de la succession va de toute façon être posée et ne va pas forcément faire avancer les choses. Il y a une main quand même qui se lève. Oui, mais il reçoit la bombe. Il y a une main qui se lève et dont on peut voir qu'il reçoit la bombe, effectivement. Bien vu. On va revenir à présent sur ces échanges très tendus entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou, alors que l'État hébreu n'a pas hésité à s'en prendre à plusieurs reprises à la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Il y a eu plusieurs blessés ces derniers jours, dont certains graves. Quel est le pari du Premier ministre israélien? Est-ce qu'il s'agit de forcer le retrait de la finule du Sud-Liban? Benyamin Netanyahou n'a jamais caché son mépris, en tous les cas pour les Nations Unies. Du coup, la remarque d'Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres cette semaine lui a fortement déplu. Le président français aurait déclaré Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. On va en parler dans un instant. Je vous propose tout d'abord d'écouter. On va l'écouter un petit peu plus tard. La finule, le porte-parole de la finule. On va d'abord évoquer ce rapport de force soudain. D'où est-ce qu'il vient, à votre avis ? Pourquoi est-ce que c'est tout d'un coup ce rapport de force? Est-ce que c'est l'histoire de l'armement qui a fortement agacé Benyamin Netanyahou? Est-ce qu'il y avait des distances déjà entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou? Il y a une difficulté ontologique entre Israël, enfin ce gouvernement et cette mouvance-là et les Nations Unies, c'est que les Nations Unies
peut-être pas au Conseil de sécurité parce qu'ils ont des amis américains ou autres, mais l'Assemblée générale et la machine onusienne est un des éléments qui a permis aux Palestiniens de préserver contre vent et marée une identité et d'exister. Donc il y a le State of Palestine, l'État de Palestine est aux Nations Unies, il y a la fameuse agence de soutien aux réfugiés. Alors, tout cet appareil-là fait que les Palestiniens peuvent s'appuyer, au moins en termes de représentation, pour dire on existe, on n'est pas passé par perte et profit dans l'histoire. Et puis, il y a la question libanaise qui est un autre pan de la discussion qui fait que les Israéliens pensent que la finule, en fait, sert consciemment ou inconsciemment d'espèce de zone tampon qui protégerait les gens du Hezbollah. Ce qui est un peu excessif parce que tout le monde sait très bien que les gens de la finule ne peuvent pas aller avec leur petit pistolet courser les guerrieros du Hezbollah. Non, mais il est suspect de fermer les yeux éventuellement. C'est une résolution. Et puis la deuxième chose, c'est quand vous décidez de bombarder le Liban Sud, de la manière dont ils le font, c'est-à-dire de manière très très agressive. Je pense à une ville comme Nabatie, qui est quand même une grande ville du Sud, qui a été bombardée, le maire a été tué, etc. Vous avez des témoins qui sont là, pratiquement sur le terrain, qui sont des soldats des Nations Unies et qui participent au fait que tout ça est visible et démultiplié. Donc on est dans cette discussion, ça va très loin. Hein. Le secrétaire général des Nations Unies est persona non grata en Israël, ce qui est aussi une méconnaissance du mécanisme. C'est-à-dire, le pauvre secrétaire général, c'est lui, il n'est pas autonome, il est représentant des décisions du Conseil de sécurité, il est représentant des décisions qui sont prises, des résolutions, etc. Donc voilà, c'est considéré comme un ennemi, mais... On va écouter, Fabrice, on va juste écouter justement le porte-parole, le pauvre, là, je voudrais qu'on l'écoute, parce qu'il se démène pour justement défendre la finule, défendre son action, et il compte bien évidemment rester au Liban. Il est hors de question de partir, dit-il. Il est crucial que le drapeau de l'ONU flotte dans cette région, car s'il n'y a personne sur place, personne ne pourra faire un rapport impartial à la communauté internationale. Nous ne pouvons pas laisser un seul État membre dicter le sort d'une mission de maintien de la paix, qui est là par la volonté de la communauté internationale. Fabrice, vous vouliez... Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi une inimitié qui vient de loin entre Netanyahou et l'ONU. Netanyahou, il a été ambassadeur d'Israël à l'ONU dans les années 80. Sa position, la position qu'il défendait à l'époque, alors qu'il était dans l'enceinte onusienne, était de dire qu'Israël n'avait pas à obéir aux règles de l'ONU, tout simplement par rapport à ses situations particulières et spécifiques et aux impératifs de sécurité. Il a toujours défendu ça de toute sa carrière. Aujourd'hui, il est dans un cabinet, avec un cabinet d'extrême droite, qui, honnêtement, regardent l'ONU comme des moins que rien, dont ils n'ont rien à faire, vraiment. Et du coup, on est dans une période où cette inimitié qui date quand même depuis très très longtemps, moi je me souviens encore une fois d'avoir vu régulièrement Benjamin Netanyahou à la tribune de l'ONU insulter, ou en tout cas de façon indirecte, mettre en cause le rôle de l'ONU par rapport au conflit. Mais aujourd'hui, on est sur un espèce de paroxysme. C'est vrai que Gutiérrez, le secrétaire général, a eu des mots assez forts, et notamment sur les crimes de guerre, sur la colonisation, etc. Mais là où Ziad a tout à fait raison, c'est qu'au départ, c'est l'ONU qui parle des deux États. L'ONU, il doit être dans cette position où les deux États doivent, à un moment ou à un autre, aspirer à exister. Netanyahou, il n'est pas intéressé par les deux États, en tout cas il ne semble pas l'être, et surtout il a pris ses positions en disant Israël est un État dans une situation qui est une situation telle que nous, on ne répond pas à l'ONU, en tout cas, peu importe des crimes de guerre, peu importe ce qu'on nous impute, ça ne nous concerne pas. Alors là, vous étiez sur le rapport de force entre Benjamin Netanyahou et les Nations Unies, mais il y a eu ce rapport de force plus précis entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou. Comment est-ce que vous le comprenez ? Moi, je pense qu'à l'origine de cette polémique et de la position qu'a prise Emmanuel Macron, il y a tout de même les incidents qui ont opposé des Israéliens aux forces de la finule. Hein. C'est le point de départ. Je crois qu'on a très mal compris ce qu'a voulu dire Macron. Donc, il rappelle que l'État d'Israël a été créé par une résolution de l'ONU. C'est tout à fait vrai, c'est une vérité historique, c'est la résolution 181, je crois. À l'époque, les membres de l'ONU étaient 33, c'est pas tout à fait le même monde. Mais c'est comme ça. Ensuite, ça n'enlève rien au fait que les Israéliens ont gagné la guerre qui s'en est suivie, etc., etc. Mais je crois que Macron a juste voulu rappeler à Netanyahou, qui méprise l'ONU, mais d'une façon quand même ostentatoire,
qu'il ferait bien quand même de faire attention, puisqu'il a lui-même, l'État d'Israël lui-même a été créé par l'ONU. Donc il devrait être encore plus respectueux de l'ONU que les autres pays. Comment ça a été interprété en Israël ? C'est une menace. Voilà, Israël a été créé par l'ONU, donc l'ONU peut destituer Israël. Enfin, comme si on pouvait destituer Israël. Je pense pas que le président Macron puisse une seconde imaginer qu'on va, par une décision de l'ONU, c'est vrai que sa position est assez mal comprise, Alain, parce qu'il est déjà sifflé quand son nom est évoqué lors d'une réunion du CRI. Enfin, c'est vrai que du coup, la communauté juive de France a du mal à comprendre comment son président se positionne et a l'impression de ne pas être soutenu. Donc c'est ça aussi qui rentre en ligne de compte. La phrase, c'est pas « je suis contre Israël ». La phrase, c'est de dire « c'est une résolution ». Donc on est dans un processus qui a été onusien. Comme dit Alain, de toute façon, c'était dans le passé. Mais voilà. Après, je pense aussi qu'il y a une histoire franco-française dans cette sortie. Visiblement, c'est quelque chose qui a été dit en Conseil des ministres. Visiblement, il y a des gens dans ce Conseil des ministres qui n'étaient pas sur cette ligne-là et qui se sont empressés de rapporter des paroles qui, comme si elles étaient publiques. Ce qui a généré une sortie assez incroyable, moi je trouve quand même, d'un président en exercice qui découvre que son Conseil des ministres est devenu une boîte à vent où tout rentre et tout sort, et qui fait une déclaration pour dire c'est pas des pros. C'est assez. Oui, ça prouve qu'on est quand même dans une forme de cohabitation en France qui est quand même pas anecdotique. Il y a l'élément politique national, mais aussi ça traduit aussi une impuissance et une frustration. Ça traduit la frustration et l'impuissance de la communauté internationale à pouvoir influer sur Benjamin Netanyahou. D'une certaine manière, c'est aussi ça que ça traduit. Macron, depuis le début, on le sait, il a tenté de trouver un équilibre. Il a pris des décisions qui ont été critiquées. Il n'est pas allé à la manifestation contre l'antisémitisme. Et donc, il a créé un passif, etc. Il essaie néanmoins, voilà, comme beaucoup de représentants de la communauté internationale, de prôner un cessez-le-feu, de prôner un arrêt des hostilités. Il n'y arrive pas. Clairement, ça ne marche pas. On sait aussi qu'il y a les élections américaines dont Biden influe très peu, ou en tout cas fait tout pour qu'il n'y ait pas de remous sur le sujet. Et donc, ce que ça traduit aussi, c'est cette frustration, cette impuissance à pouvoir faire quoi que ce soit par rapport à ce que décide Benjamin Netanyahou. Et ça, c'est intéressant également. Il y a un petit fait, d'après ce qu'on m'a dit à l'Élysée, il y a un petit fait qui a braqué Macron. Vous vous en souvenez sans doute, c'était pendant l'Assemblée générale de l'ONU, le début de la guerre au Liban, et Macron et Biden, tous les deux ensemble, négocient avec Netanyahou un arrêt des combats. Et Netanyahou aurait donné son accord, en tout cas c'est la version qu'en donne Macron, et dans les minutes qui ont suivi, ou peut-être les heures qui ont suivi, il a juste publié un communiqué disant « j'ai donné l'ordre aux forces israéliennes de bombarder ces immeubles. De pénétrer au Liban, je crois. Et voilà, Macron a pris ça comme une gifle. Biden, lui, n'a rien dit. Au contraire, il a donné 8,8 milliards à Israël le jour même où il recevait cette gifle. Mais Macron n'a pas apprécié, il n'a pas pardonné. Mais pour Emmanuel Macron, c'est l'occasion aussi pour lui de tenter d'essayer de se trouver une nouvelle position, justement dans un contexte de cohabitation qui est très inconfortable pour lui aussi. Il a un Premier ministre qui est très fort sur les questions européennes, donc qui essaye de garder à lui aussi ces prérogatives-là. Il essaye de trouver sa place, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des sorties qui sont... Alors, c'était peut-être pas calculé, le coup du Conseil des ministres. Malgré tout, il sait aussi... Oui, c'est une parole qui peut sortir. Dans un contexte, ça peut devenir inflammable, quoi. Oui, mais enfin, il y a une drôle de cacophonie quand même, de montrer du doigt des ministres qui ne sont pas professionnels, etc., qui font des fuites organisées, tout ça. C'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être dans un drôle de contexte. Il y a des fractures sur ce conflit. Il y a des fractures qui vont jusqu'au plus haut de l'État et qui traversent la société française. Il n'y a pas de raison que ces fractures de la société française sur le conflit du Moyen-Orient n'arrivent pas jusqu'en haut. C'est normal. Aux États-Unis, on le sent moins parce que, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais parce que l'incarnation de l'exécutif est assez cohérent, mais les bagarres dans les campus, les manifs, l'affrontement presque physique parfois entre pro-israéliens et pro-palestiniens, ça prouve bien que cette affaire est mondiale, qu'elle concerne tout le monde et que les positions sont tellement tranchées de part et d'autre que forcément ça peut bugger comme ça de manière assez spectaculaire.
Truand. Alors, avant de vous parler des relations macrono-israéliennes, je voulais vous montrer 3 dessins qui vont un peu détailler le nuancier de constat des relations entre Netanyahou et les Nations Unies. Donc c'est raffiné. C'est dans la nuance. C'est dans la nuance. Alors le dessinateur de presse est généralement pas connu pour être nuancé, pas toujours. Donc première étape, l'insolence ou le mépris. On a parlé beaucoup de mépris dans les relations entre Netanyahou depuis les années 80 et les Nations Unies. Donc Ramsès de Cuba, avec toute la nuance qui nous caractérise, le décrit. Deuxième étape du nuancier, ce qu'on pourrait qualifier de désinvolture, avec un dessin qui vient d'Allemagne de Fad Bahadi. Le deuxième dessin devrait s'afficher, voilà. Où on voit cette fois-ci Netanyahou sur un char qui, en chemin, on imagine, vers le sud Liban ou vers Beyrouth, nettoie un petit peu le passage et, exemplairement, la finule. Donc, deuxième étape, la désinvolture. Et la troisième étape, qu'on pourrait qualifier de brutalité cette fois-ci, avec un dessin d'un nouveau membre du réseau Cartooning for Peace, qui nous vient du Danemark, Bo Boysn, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui montre là ce qu'on imagine être un casque à nouveau de la finule et un char israélien qui allègrement passe dessus. Et donc revenons-en maintenant aux relations franco-israéliennes avec une petite soupape humoristique d'Urps et un dessin que vous allez voir apparaître, voilà, et un char israélien qui s'étonne de voir après qui nous ait fourni le char, Emmanuel Macron tapait dessus, fébrilement. Voilà. Le dernier sujet thème qu'on va évoquer, toujours en lien avec le Moyen-Orient, c'est la présidentielle aux États-Unis. Le président américain négocie-t-il les cibles iraniennes avec Israël pour protéger la victoire de Kamala Harris? Selon le Washington Post, Benjamin Netanyahou a promis à Joe Biden de ne pas s'en prendre au pétrole iranien, pas plus qu'il ne s'en prendrait aux installations nucléaires, car les conséquences sur l'économie mondiale seraient catastrophiques. Mais cette promesse sera-t-elle tenue? On a vu que Benjamin Netanyahou tient assez peu ses promesses, en tous les cas avec ses interlocuteurs français et américains. À 2 semaines de la présidentielle, Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude, et pour marquer une rupture, la candidate démocrate tente de se démarquer du président sortant. Je vous propose de l'écouter. Permettez-moi d'être très clair. Ma présidence ne sera pas la continuation de celle de Joe Biden. Comme chaque nouveau dirigeant qui entre en fonction, j'apporterai mon vécu, mes expériences professionnelles et des idées nouvelles. Je représente une nouvelle génération de dirigeants. Effectivement, c'est vrai que Renaud Girard nous disait la semaine dernière qu'elle envisageait, qu'elle avait prévu déjà de dégager tout le cabinet, concernant les affaires étrangères. C'est vrai qu'elle veut marquer son territoire. Alors, quelle serait sa politique moyen-orientale? On a quand même, malgré tout, du mal à le comprendre. Bonne question, je dois dire. Écoutez, pour le moment, elle n'a pas vraiment brillé sur la question. Elle s'est alignée derrière Biden. La seule chose qu'elle ait dite, c'est « Oui, c'est vrai... les Palestiniens ont beaucoup souffert. » Bon, d'accord, ok, mais je ne change rien pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Franchement, je ne pourrais pas le dire. Ce qui est clair, c'est que le débat sur le Proche-Orient est dans la campagne et qu'elle peut perdre à cause de ça. Là, j'ai les derniers sondages. Et il y a 2 États des Grands Lacs qui sont absolument des must-win pour les démocrates, le Michigan et le Wisconsin, qui lui échappent. C'est-à-dire que Trump est en tête. Alors, c'est toujours dans la zone d'incertitude, mais quand même. Voilà, si elle perd le Michigan, où il y a une forte communauté arabo-américaine, et le Wisconsin, elle perd l'élection. C'est vrai qu'on voit que ça bouge effectivement au niveau des minorités. Là où habituellement il y avait des votes qui étaient complètement acquis pour les démocrates, c'est en train de bouger. Trump est en train de récupérer les Afro-Américains, par exemple. Une partie, non, bien sûr, mais néanmoins aidé par les problèmes climatiques, par les tempêtes, par une paupérisation de certaines zones. Et il arrive à convaincre progressivement. Alors, il y a ça, il y a le fait que de toute façon c'est en effet très très serré. Alors personne ne peut dire aujourd'hui qui va gagner cette élection. Si on revient sur le dossier du Moyen-Orient,
c'est très compliqué. Il y a une ligne de crête qui est absolument très difficile à tenir. C'est-à-dire qu'elle a quand même un peu changé le discours dans la parole, notamment avant la Convention. Quand on est arrivé à la Convention, elle avait toujours une façon de présenter sa position par rapport au conflit, en parlant toujours de l'État palestinien, du fait qu'on devait arriver à la paix, etc. Ce qui lui avait permis d'ailleurs d'avoir des manifestations. Vous savez, vous vous souvenez, on craignait des énormes manifestations des étudiants durant la Convention démocrate autour de cette question. Finalement, elles ont été maîtrisées. Donc elle a quand même... elle essaie de trouver un chemin. Après, quand vous dites que Biden est allé négocier le fait de ne pas frapper de la part d'Israël sur, en effet, les installations pétrolières et encore moins les installations nucléaires... Ce sont des informations du Washington Post. Ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait plausible, parce que d'un point de vue tout simplement de gouvernement, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait une crise qui se déclare à ce moment-là. Alain l'a rappelé, ce sont des enjeux importants, non seulement pour les États des Grands Lacs, mais aussi pour la jeunesse. Les jeunes, il y avait d'ailleurs un sondage qui est sorti cette semaine et qui a été reporté, je crois, dans le New York Times, où il montre que Trump gagne du terrain chez les jeunes, chez certains jeunes, et donc c'est intéressant. Et donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se permettre, ni Biden ni elle ne peuvent se permettre quoi que ce soit sur ce dossier, donc ils vont être très prudents jusqu'au bout, et ils vont essayer d'aller gagner ces électeurs sur le terrain. Puisqu'on parlait tout à l'heure de mobiliser les gens, il y a un papier extraordinaire que je vous recommande dans le New York Times qui explique l'implication d'Elon Musk dans la campagne de Trump et qui explique que Musk, donc, évidemment, fait de la propagande à travers Twitter, etc., X maintenant, et de la désinformation, mais surtout, il dépense des millions et des millions de dollars pour mobiliser des gens sur le terrain, dans les États pivots, et ces gens vont aller chercher les gens qui ne votent pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller faire du porte-à-porte pour dire qu'il faut que vous votiez pour Trump. Ils vont aller déterrer les gens qui ne votent pas, qui n'ont jamais voté, pour qu'ils aillent voter pour Trump. Mais... Donc ces éléments-là sont des éléments très importants parce que ça va se jouer sur quelques milliers d'électeurs à chaque fois dans ces États-là. Et on voit qu'il y a des moyens qui sont déployés énormes sur le terrain. C'est quand même une grande démocratie bien esquintée, hein, parce que cette histoire d'Elon Musk, c'est vrai que... On regarde ça, on se dit c'est incroyable, mais en réalité, ce monsieur qui est une des plus grandes fortunes du monde, une des plus grandes fortunes américaines, qui dispose d'un réseau social, l'un des plus influents, etc., est capable d'agir sur une élection démocratique sans que le système légal et juridique puisse limiter cette action. Ça veut dire qu'en fait, quand vous votez Trump, vous votez Elon Musk, qui n'est pas né aux États-Unis, donc qui ne peut pas être président, mais qui... Bon, après, Trump, il est tellement ingérable que ça pourrait durer 3 jours et il pourrait le virer après. Donc, bon, ça ne veut rien dire. Mais sur le process, c'est quand même très, très, très parlant sur l'affaiblissement des procédures aux États-Unis. La deuxième chose, c'est quand même l'insubmersible Trump. C'est-à-dire que là, il ne parle plus. On le voit pratiquement à peine. Et quand il parle, il fait n'importe quoi. Il danse pendant 35 minutes sur une scène. Il dit des trucs... Vous vous rendez compte qu'on rigole, ça. Non, non, mais il dit des trucs énormes. Il dit des choses énormes. Et en fait, les gens qui votent Trump, excusez-moi du terme, s'en foutent complètement parce que ce n'est pas ça qui les motive. Ce qui les motive, c'est une vision, une perception de ce que doit être l'Amérique et comment elle doit évoluer. Et le problème de Kamala Harris, c'est que d'abord, elle est sortante, ce qui n'est jamais simple. Elle est sortante avec un président qui n'est pas très clair. Moi, je ne trouve pas un Biden déchaîné pour faire élire sa vice-présidente. Non, mais Barack Obama l'est en revanche. Du coup, c'est lui qui fait campagne et qui est très présent. Mais que le président sortant, peut-être il lui en veut, peut-être il pense qu'il a été trahi, peut-être j'en sais rien, mais c'est gênant. Et elle a un problème, elle est courageuse, hein, parce que l'interview, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous conseille d'aller sur YouTube, l'interview sur Fox News, qui est quand même la chaîne trumpienne Rupert Murdoch, où elle se bat pied à pied contre un type qui est vraiment teigneux. Elle est courageuse, elle y va. Moi, je pense aussi, et excusez-moi, qu'aux États-Unis, c'est quand même un pays viriliste et blanc. Et qu'une femme qui n'est pas blanche, enfin une femme plus d'origine noire, indienne, etc., eh ben, ça heurte dans certains milieux, ça passe pas parce qu'on est en Amérique. En Amérique, eh ben, c'est un pays de white men et de blue collar qui bossent et qui sont... Et je pense que ça joue. Même s'il y a des petits shifts
quand vous dites les Blacks ont bougé, c'est une petite proportion de l'Amérique noire parce qu'elle s'est évangélisée. C'est comme l'électorat latino, l'évangélisation, tout ce discours religieux fait basculer les lignes. Mais quand même... Mais c'est vrai qu'on voit qu'elle a, un peu comme Hillary Clinton en son temps d'ailleurs, elle a bénéficié d'un élan, puis à un moment donné, poum, ça s'arrête. Comme s'il y avait un plafond de verre qu'elles n'arrivaient pas à... Le pays est complètement divisé. C'est un pays qui est coupé en deux, les États-Unis. Et cette polarisation, elle est énorme depuis le premier mandat de Trump. Mais elle est devenue visible en fait, Fabrice. Maintenant, elle est visible. Donc le pays est coupé en deux. Et en fait, là où le système ne marche plus, c'est qu'on est en train d'expliquer que ça va se jouer à des espèces de 5-6 000 dans les coins, alors qu'au final, il va y avoir un vote national qui va certainement être emporté par Kamala Harris, mais ça ne changera rien. Donc, on est en train de se battre avec Musk sur le terrain. L'une des choses les plus critiquables et critiquées qu'il a fait la semaine dernière, il a soutenu une pétition. Il demandait aux gens dans les États pivots, c'est extraordinaire, de signer une pétition pour la liberté de parole et pour le port des armes. Il leur donnait $47 pour la signer. Il a récupéré une mailing list longue comme ça, et ces gens-là vont aller voter pour Trump. Donc ces choses-là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, ce serait complètement illégal dans n'importe quel autre pays, démocratie occidentale. Donc en fait, aux États-Unis, on s'inquiétait de la Russie avant, et on voit que la capacité de nuisance de Musk est beaucoup plus importante que la Russie. Je suis étonné parce que j'essaie de parler avec toi. Il y a beaucoup de gens en dehors des États-Unis qui disent mais Trump finalement c'est pas on a bien survécu les 4 premières années et puis sur un certain nombre de dossiers un certain nombre de dossiers ça sera plus clair que les démocrates, ça sera plus transparent, ça sera plus lisible. C'est un discours qu'on entend sur la politique étrangère, ils n'ont pas tout à fait tort, c'est vrai. Dans les milieux de droite, c'est pas du tout la condamnation à 100%. Dans les milieux atlantistes, c'est pas du tout la condamnation à 100%. Dans certains pays du Sud, ça me stupéfait d'entendre ce discours parce que le côté libéral des démocrates, d'intervenir sur des questions de société, etc., nous, on préfère un bon catho, là, même s'il ne l'est pas vraiment, mais au moins, il porte ces discours-là. Donc, il n'est pas outcast complètement. Il représente quelque chose. C'est vrai que ce qu'on ne comprend pas, c'est cette force-là, elle n'est pas sur le vide. Et la deuxième chose que je disais rapidement tout à l'heure, je pense qu'Elon Musk ferait bien de se méfier, parce que tous les gens qui ont aidé Trump le premier mandat, il y en a la moitié en tôle, ou d'autres qui vont aller en tôle, et d'autres qui vont être virés, et d'autres qui vont voter contre lui. Donc moi, je dis, on verra. Non, je voulais juste ajouter un petit truc. Contrairement à ce que tu disais, tu dis, oui, ses partisans, ils s'en fichent des outrances de Trump. Non, ils s'en fichent pas. Ils applaudissent, ils trouvent ça formidable, ils rigolent, ils vont voir pas Trump... 50% de l'Amérique quand même. Oui, mais ça gêne quelques républicains modérés quand même. Là, ils vont voter pour Kamala Harris. Ouais. Mais quand il dit, par exemple, qu'il est beaucoup plus beau que Kamala Harris, non mais franchement, on se dit, il est dingue ce mec. Du coup, Kamala Harris dit, je suis en meilleure santé que lui. Et d'ailleurs, il l'appelle pas Kamala, il l'appelle Kamabla. Non, mais il a du mal à aligner les... Non, il n'a pas du mal, mais il le fait. Non, mais c'est surtout une campagne qui est en train de virer complètement personnelle. Kamala Harris, du coup, maintenant, elle attaque Trump sur son irrationalité, sur le fait qu'il semble avoir perdu la tête, sur le fait qu'il commence des histoires qu'il ne finit pas, sur l'histoire de la danse. L'histoire de la danse, je ne sais pas si vous avez regardé l'épisode. Enfin, on ne comprend rien. Les gens ont envie de lui poser des questions. Il dit non, hop, on passe à un autre morceau. Et après, je ne commenterai pas son style de danse, mais... c'est une diversion. On a un peu l'impression qu'il se perd. Parler des dossiers, oui, mais c'est aussi une diversion pour eux. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui est quelque part dans une autre réalité qui est la sienne et qui ne fait plus de cas de ce qui se passe autour de lui? La question peut se poser. On l'avait vu au cours de son premier mandat. Quelquefois, lors de réunions publiques, il semblait complètement ailleurs, il partait sur autre chose, il ne répondait plus aux gens. Et là, ça revient pour cette... Mary Trump, qui est sa nièce, a dit récemment « Biden était vieillissant ». Je le cite. Trump, lui, est un cas de démence sénile. C'est sa nièce. Oui, c'est toujours compliqué. Mais elle ne l'aimait pas. Vous savez, truand. Alors, je vais essayer d'être un peu plus cohérent que Donald. Oui. Alors, c'est intéressant parce qu'on est passé d'un sujet qui était le coude à coude et vous avez passé ce débat à parler plutôt de polarisation, voire d'une Amérique coupée en deux. Donc, le premier dessin qui nous vient des États-Unis est un dessin effectivement coupé en deux, avec l'Américain moyen à gauche trumpien, l'Américain MAGA à gauche, qui voit revenir son enfant, son garçon, de l'école et qui s'écrit
Mon Dieu, Timmy, tu viens de revenir de l'école en fille. Et à droite, l'Américain moyen, polarisé de l'autre côté, plutôt démocrate, qui voit revenir son petit Timmy avec la casquette MAGA, la Bible Trump et un t-shirt renvoyez-les. Donc, c'est deux Amériques qui continuent à ne pas se parler et qui, plus le temps va, moins ils se parlent, moins ils se comprennent et moins ils s'acceptent. Un second dessin pour parler un petit peu des enjeux internationaux, à la fois en amont du 5 novembre et en aval, parce que beaucoup se joue aujourd'hui. On parlait des discussions sur l'Iran nucléaire entre Biden et Netanyahou, et beaucoup va se jouer en fonction du résultat des élections. Donc un dessin d'Arend van Dam qui vient des Pays-Bas, plutôt contemplatif, en tout cas qui décrit bien les enjeux en cours avec une métaphore qui est très prisée des dessinateurs de presse, qui est la métaphore animalière. Vous voyez le pigargue, je me le suis noté parce que je ne savais pas que l'aigle américain s'appelait le pigargue, qui a les jambes un petit peu nouées, en tout cas un petit peu bloquées, et enserrées, avec le rhinocéros, espèce menacée mais agressive, qui est Israël, et les prédateurs iraniens et russes. Donc tout ça virevolte un petit peu autour de l'élection, et on ne peut espérer qu'une chose, avec un dessin qui nous vient du Mexique, de Gufo, un dessinateur mexicain. Au vu de la complexité à la fois du système vétuste électoral américain, des billards à trois bandes, géopolitique, des fake news, etc., il n'y a qu'une chose à espérer, c'est que le meilleur advienne. Oui, et puis surtout que chacun respecte l'issue du vote. Ça, c'est une autre question qu'on n'a pas évoquée, mais on se la réserve pour ces prochains jours et prochaines semaines. On a encore 2 semaines et demie à tenir. Merci beaucoup, Ziad, Fabrice, Truand. Merci. Alain, merci à vous d'être venus. Merci pour vos réflexions. Une semaine dans le monde, c'est à retrouver sur notre site internet et sur les réseaux. Je vous retrouve dans un instant pour continuer à suivre les derniers développements dans l'actualité.